Ashley Madison, vous connaissez l'histoire? Une vraie dinguerie, comme on dit de nos jours. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Potential and Mindset. Je suis Priscille Atanganambida et sur mes réseaux sociaux, j'ai pour mission d'amener les femmes à croire en leur talent, d'amener les femmes à croire en leur potentiel. Je voudrais que l'argent ne soit plus un problème pour les femmes. Je voudrais que les femmes aient de plus en plus confiance en elles, qu'elles débordent de confiance en elles, qu'elles aillent réaliser tous ces rêves qu'elles portent en elles et qu'elles croient impossibles et qui sont pourtant à leur portée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un scandale qui a eu cours il y a quelques années déjà et qui a trait à l'histoire Ashley Madison. Petite mise en contexte, Ashley Madison, c'est une entreprise qui a créé un logiciel du même nom et jusqu'ici, rien de terrible. Mais ce qui se passe sur le site, c'est ce qui est vraiment particulier. En fait, le site Ashley Madison a été conçu par un monsieur marié, notez très bien ça, le fondateur de Ashley Madison, c'est un monsieur marié et heureux en couple, selon ce qu'il disait sur les plateaux. Donc, il a créé ce site-là, pourquoi? Parce qu'il a remarqué que dans la sphère des personnes qui vivaient maritalement, des personnes mariées, beaucoup de personnes s'ennuyaient de leur couple, beaucoup de personnes s'ennuyaient de leur conjoint et étaient toujours dans des relations extra-conjugales. Il s'est dit, jusqu'ici, les célibataires ont des sites pour se rencontrer. Les célibataires ont des sites de rencontres pour célibataires. Et il s'est donc dit, mais pourquoi les mariés aussi n'auraient pas un site sur lequel ils iraient chercher un partenaire d'un moment pour avoir une relation extra-conjugale? Parce que justement, comme il le dit, le leitmotiv, le mot d'ordre, la devise, on va dire, du site Ashley Madison, c'est « La vie est trop courte, offrez-vous une liaison ». Je vais vous mettre le visuel là pour que vous puissiez comprendre un peu de quoi il s'agissait. Donc, il crée ce site-là. Tout se passe bien, il s'expand, le site connaît une expansion sur le plan international, les gens adhèrent et tout. Et comme tout adulte qui fait quelque chose qui est interdit, les gens prenaient toutes les précautions. L'une des précautions, par exemple, que les gens prenaient, par exemple, parce que sur le site, on paie avec une carte bancaire, l'une des précautions sur laquelle il garantissait ses clients, c'est que sur le site, lorsque vous recevrez un relevé bancaire, ce ne sera pas écrit Ashley Madison parce que vos conjoints ou vos conjointes savent qui est Ashley Madison. Donc, on ne pourrait pas mettre sur vos factures le nom Ashley Madison. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait des prête-noms. Et quand les factures, les relevés bancaires parvenaient à des couples, et vous savez que généralement, c'est les femmes qui tiennent le relevé bancaire dans la plupart des couples. Quand les femmes, les épouses ou les conjoints en question recevaient, chaque fois que un des conjoints tombait sur une coupure, c'est-à-dire il y a eu un montant qui a été prélevé, disons 19 $. Le conjoint était surpris, il se disait, mais c'est quoi ce 19 $ qu'on me coupe? Et imaginez par exemple que le prête-nom qui avait été utilisé sur le relevé en question, c'était ma trousse publique. Et naturellement, le conjoint va chez l'autre et demande, mais la conjointe va chez l'autre, chez son mari ou sa femme, et lui demande, mais tu connais ma trousse publique? Le conjoint, évidemment, ne va pas dire qu'il connaît. Il va dire, non, je connais pas, c'est quoi? Il dit, mais je vois sur le relevé bancaire, il y a eu un tel montant, 19 $, 16 $ qui a été coupé, mais je connais pas, je ne me reconnais pas dans la dépense. Le conjoint aussi dit, ah, moi, je connais pas. Et ce qui se passait, le monsieur a vraiment été futé, c'est que quand on appelait, c'est-à-dire quand l'un des conjoints appelait et qu'il citait les noms, son service à la clientèle était bien rodé. Donc, il connaissait déjà les prête-noms qui étaient utilisés. Donc, si un conjoint ou une épouse appelait et disait, est-ce que je suis bien à l'entreprise ma trousse publique? Le service à la clientèle va dire, oui, vous êtes bien à l'entreprise ma trousse publique. Et il va dire, vous avez prélevé telle somme de mon compte et ni mon conjoint ni moi ne nous retrouvons. Le protocole avait recommandé au service à la clientèle de dire, si une épouse ou un conjoint appelle pour dire qu'il ne se retrouve pas dans un prélèvement, dites-lui de demander à l'autre personne, si c'est une carte qu'ils utilisent de manière partagée, dites-lui de demander à l'autre conjoint d'appeler et qu'ensemble, on puisse clarifier qu'est-ce qui a été fait. Et vous comprenez bien que le conjoint qui était inscrit sur Ashley Madison n'allait jamais prendre la peine d'aller s'asseoir avec son conjoint pour dire, écoute, allons les voir pour que les 19 $, les 16 $, on nous les rembourse. Vous voyez un peu, et c'était un peu ça l'entourloupe. Donc, ça a fonctionné comme ça pendant un long moment et le fondateur aussi sur le site
mettait toutes les certifications en termes de sécurité. Donc, il y avait plein de logos qui garantissaient que le site était sécurisé et sécuritaire. Donc, les personnes faisaient leurs transactions là-bas, se rencontraient entre eux, des adultes vraiment de manière sécurisée et sécuritaire parce qu'ils voyaient les logos qui étaient le gage que le monsieur s'assurait quand même que ce qui se passait sur Ashley Madison reste sur Ashley Madison. C'est là où l'affaire devient intéressante. C'est que quelques temps plus tard, Ashley Madison est victime d'une attaque. Les pirates craquent le site Ashley Madison et ils envoient donc le message au fondateur du site et lui dit « Si tu n'arrêtes pas ton activité, nous, on va publier le nom de toutes les personnes qui sont clientes de cette entreprise-là. » Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire la catastrophe. Et c'est là où les leçons que j'ai tirées interviennent. Évidemment, l'affaire s'est passée en deux principaux rounds. Le premier round, c'est quoi? C'est qu'on a diffusé les noms de toutes les personnes qui étaient clientes de Ashley Madison. Mais vous n'imaginez pas la dinguerie, comme on dit de nos jours. C'est-à-dire, c'était la folie. Ashley Madison n'était pas seulement présent aux États-Unis. Ashley Madison était présent dans tellement de pays. Vous imaginez le scandale que ça a fait, c'est-à-dire ça passait aux infos, les médias en parlaient. Chaque jour, il y avait, c'est-à-dire que sur les grands plateaux de télé, les gars disaient quel est le nom qu'on va découvrir aujourd'hui qui était impliqué dans Ashley Madison. Ça dit c'était juste trop fort. Mais j'en parle en riant, mais c'est une histoire très sérieuse. Beaucoup de personnes sont décédées. Il y a des gens qui se sont donné la mort, qui se sont suicidés parce que, vous imaginez, il y a des personnes qui occupaient des postes haut placés. Dans le documentaire que j'ai regardé, il y a un monsieur qui était dans une église, il formait des pasteurs et son nom, non pas son mail, son courriel, parce que ce que certaines personnes faisaient, c'est qu'elles utilisaient des courriels, leur courriel, mais avec des noms d'emprunt. Par exemple, je m'appelle Priscilla Tangana et je vais sur le site sous un autre nom. Je vais peut-être sur le site sous le nom de Marion Atangana. Donc, j'y vais, même pas Marion Atangana, ça dit, je sors quand même un nom qui n'a rien à voir, ou bien Pauline Marine, un nom comme ça. Mais c'est mon courriel parce que j'ai besoin de ce courriel-là pour tout ce qui est pour échanger avec la personne. Et comme je vous ai dit, ils étaient sûrs que le site était sécurisé et sécuritaire. Donc, le monsieur dont je parlais, qui formait des pasteurs, qui intervenait dans la formation des pasteurs, il s'est suicidé parce que déjà, avant même que sa femme n'apprenne que son nom était dans la liste, la congrégation, on va dire, la congrégation ou la formation des pasteurs, c'est, comment on appelle ça? Bref, le centre dans lequel il travaillait avait déjà fait les recherches. Vous imaginez, vous voyez un peu comment les entreprises sont avant-gardistes, c'est-à-dire avant que le scandale, c'est-à-dire avant que chacun ne vienne dire que je connais quelque chose, on lui a dit, mon frère, on a fait les recherches, on a vu que tu as été client de Ashley Madison, on ne veut rien savoir et tout, vraiment. Il a remis sa démission et une fois rentré chez lui, il s'est suicidé. C'est pour dire à quel point l'histoire était triste. Et je compatis vraiment. Je rentre même pas dans le jugement de pourquoi les gens s'y retrouvaient, pourquoi les gens faisaient. Je compatis. Mais les leçons que j'ai tirées de cette affaire, la première, c'est que la technologie reste la technologie. C'est-à-dire, quelles que soient les garanties que quelqu'un vous donne, vous disant, c'est bon, c'est sécurisé, tout va bien se passer. Posez-vous toujours et dites-vous, mais dans le pire des scénarios, c'est-à-dire, dans le scénario où ça ne se passe pas comme il dit là, est-ce que je suis prêt à assumer ce qui va se passer? Parce que beaucoup de personnes étaient sûres que le site était sécurisé. Et pour la petite histoire, tous les insignes de sécurité que le monsieur a utilisés sur le site, c'était des fausses insignes. C'est-à-dire, il a juste fabriqué des trucs comme ça pour rassurer ses clients qu'il avait plein de certifications au niveau mondial, mais il n'en était rien. Le monsieur qui est le commercial principal de Ashley Madison et qui racontait l'histoire disait que en termes de sécurité, c'était vraiment un site passoire, c'est-à-dire que c'était le site le plus facile à hacker parce que en termes de sécurité, ils n'avaient pas vraiment investi et ils ont toujours reporté à demain le côté sécurité du site. Donc, la première leçon que j'utilise de cette série-là, c'est celle-là, c'est que la technologie reste la technologie. C'est-à-dire, même si quelqu'un vous dit que ce site est sécuritaire, mais à un point, tout ce que vous faites avec votre téléphone est susceptible de se retrouver au grand jour, un jour. C'est-à-dire, dites-vous juste que c'est une question de temps. C'est juste une question de temps.
Aujourd'hui même, on a souvent entendu dire que même les caméras de téléphone qu'on utilise, c'est possible que pendant que vous n'avez pas votre caméra activée, que quelqu'un rentre dans votre téléphone. Pourquoi? Parce que il y a des applications qui vous demandent l'accès à vos contacts, à vos courriels, mais à tellement de choses, on n'y prête pas attention. Et je comprends pourquoi certaines personnes sont parano quand on leur demande leurs données personnelles, parce que c'est des choses, on les prend à la légère, mais c'est quand un scandale comme celui-là survient qu'on se dit, mais attends, ça veut dire que la technologie, mais c'est quelque chose de dangereux. Donc, comme je disais, c'est juste une question de temps. Faisons très attention avec ce qu'on stocke sur nos téléphones. Faisons très attention avec ce qu'on met comme information dans nos téléphones, avec tout ce qu'on fait comme transaction avec nos téléphones. Ma grand-mère avait l'habitude de dire, mais je sais pas comment vous réussissez à utiliser vos appareils là, comme ça. Ma grand-mère, même une simple conversation où elle va te dire quelque chose de sensible, elle te dit, je ne veux pas te dire ça au téléphone. Elle déjà, elle n'était pas consciente de tous les enjeux de sécurité et tout, mais elle ne voulait pas. C'est-à-dire qu'il y a des conversations qu'elle ne voulait pas avoir au téléphone. Elle préférait te le dire face à face. Et il y a même il y a des lieux où, quand vous allez, il y a des endroits où, quand vous allez, on vous dit, aucun téléphone n'est permis. C'est-à-dire, vous pouvez être de très bonne foi. Hein. C'est-à-dire, vous pouvez être une personne de très bonne foi, mais en filmant, vous stockez ça sur votre téléphone. Vous ne savez pas par quel mécanisme. Un jour, je sais pas, moi je sais pas, je suis pas spécialiste cybersécurité et tout. Un bon matin, on vous dit, ah, une image a fuité. Telle personne a été impliquée dans un scandale. Donc, moi, c'est la première leçon que je retire de cette affaire, c'est que vraiment, la technologie, là, vraiment, c'est un outil qui a été créé par l'homme et comme toute chose créée par un être humain, c'est faillible. La technologie est faillible. Ne vous donnez pas à 100%, ne vous dites pas à 100% que tout est sûr, tout va bien se passer. Non, c'est la technologie, c'est comme nous les êtres humains. La deuxième chose aussi que je tire comme leçon de cette affaire, c'est que si ton secret là était trop lourd pour toi et que tu allais le confier à quelqu'un d'autre, mon frère, ne sois pas surpris que cette autre personne là aussi, que ce soit trop lourd pour lui et verse dehors. C'est vrai que le site internet, c'est pas une personne, mais j'ai juste envie de dire, si ta liaison était déjà quelque chose qui se passait entre toi et quelqu'un d'autre, ça veut dire que le monde était censé être au courant. Comment vous dire ça de manière précise? C'est-à-dire, c'est quelque chose que tu as fait, mais il y avait déjà quelqu'un d'autre qui était témoin. Et à partir du moment où vous venez le faire sur un espace public, parce que ce site internet-là, quoi qu'on dise, c'est un espace public. Donc, à partir du moment où vous venez le faire sur un espace public, dites-vous que c'est juste une question de temps pour que, comme avec nos téléphones, on ait l'information. C'est-à-dire, faut pas trop avoir confiance en quelqu'un à qui vous avez confié un secret. Encore plus une machine, encore plus un robot, quelqu'un qui n'a pas de sentiments. Des personnes déjà arrivent à vous trahir, à plus forte raison une machine. Et la machine, même c'est pas volontaire, c'est qu'on peut craquer la machine. Donc, faisons très attention à ces secrets qu'on porte et qu'on peut mettre sur la place publique, même si c'est un site internet sécurisé, il y a de fortes chances que ce site internet-là soit défaillant. Comme un être humain peut être défaillant et lâcher votre secret. La troisième leçon que je tire, c'est vraiment en lien avec le fondateur du site Ashley Madison. Le monsieur, comme je vous l'ai dit, c'est un monsieur marié. C'est un monsieur marié et sur tous les plateaux où il allait faire la promotion du site Ashley Madison, il allait en compagnie de qui? De son épouse. C'est-à-dire, il donnait l'image d'un couple heureux, soudé, solide. Et chaque fois qu'on demandait à l'épouse, mais comment est-ce que vous faites? Comment vous êtes confortable? Comment vous réussissez à être confortable avec l'idée que votre époux mette sur pied un outil qui va aider quelqu'un d'autre à briser son couple? Parce que les gens voient beaucoup plus loin, ils se disent, mais attends, c'est peut-être une relation d'un soir, mais en termes de conséquences, ça peut être très grave. La preuve, on a vu que des gens se sont donné la mort. Donc, on lui posait la question, mais comment vous êtes confortable avec ça? Comment ça ne vous fait pas, ça ne vous met pas plus mal à l'aise que ça? Elle disait, elle, c'est une chose, c'est que son mari, c'est quelqu'un en qui elle a confiance. C'est un homme intègre, c'est un père aimant, un époux attentionné et tout. Il est fidèle. Hein. Et si il peut aider à travers ce cycle-là un homme à trouver un certain équilibre dans sa vie, elle ne peut pas être contre ça. Bon, moi honnêtement, j'ai trouvé ça un peu touchy, c'est un peu trop facile. C'est-à-dire que
Quand on a des valeurs, je pense, quand on a des valeurs, même dans ce qu'on fait comme activité, ces valeurs-là doivent transparaître. C'est-à-dire que si pour vous, le mariage, c'est une valeur forte, c'est-à-dire que vous pensez vraiment que le mariage, c'est une institution forte, je ne vous vois pas, je ne me vois pas, si j'estime que le mariage, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de... Je ne me vois pas aller investir dans un business qui va viser à casser les couples, disons-le clairement, parce que à partir du moment où vous avez une relation extra-conjugale et que vous prenez autant de soins à la cacher, ça veut dire que vous savez que c'est quelque chose de dangereux. Je ne juge pas les personnes, je comprends, c'est des adultes qui ont fait ce qu'elles font, mais je veux juste qu'on comprenne ici que quand vous avez une valeur, il faut rester aligné avec vous-même. Vous ne pouvez pas dire que pour vous, le mariage, c'est une valeur fondamentale et à côté, vous investissez dans tout ce qui contribue à déstabiliser le mariage. Parce qu'un site comme ça, à la fin de la journée, c'est un peu ça, c'est-à-dire ça vous met peut-être bien confortable sur le plan émotionnel, mais ça met votre foyer, votre relation en péril parce que une fois que votre conjoint apprend ça, vous avez trahi tous les vœux que vous lui avez fait. Donc, moi, c'est sur ce point-là que je voudrais vraiment mettre le focus pour dire nos valeurs doivent transparaître dans tout ce que nous faisons. On ne peut pas venir dire aux gens, pour moi, le mariage, c'est une valeur fondamentale, mais vous mettez sur pied un site pareil. Il y a tellement d'idées de business, c'est-à-dire, moi, il aurait dit que pour lui, le mariage c'est pas une valeur fondamentale et investir dans Ashley Madison, ça ne m'aurait pas choqué. Mais vous ne pouvez pas être un couple et venir faire la promotion d'un site pareil. Ça sonne mal même en fait. Mais bon, les gens n'ont pas voulu trop creuser parce que ça réglait aussi, ça servait leurs intérêts. Et du coup, sur ce point-là, je me dis la dame peut-être financièrement était vraiment dépendante du monsieur. C'est ça qui pourrait justifier qu'elle soit avec lui sur tous les plateaux parce que il y a une partie de la série, quand elle le regarde, si vous êtes très porté, si vous savez lire le non-verbal, vous sentez que la dame, elle le regardait en disant, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais moi, ma lecture, c'est quoi? C'est que il est fort probable que la dame, financièrement, ce n'était pas trop ça. Et elle s'est donc dit, si je ne joue pas le jeu, ou le monsieur lui a dit, si je ne joue pas le jeu, je sais pas sur quoi je compte. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, faudrait plus que l'argent soit un problème pour les femmes. Faudrait plus que l'argent soit, parce que ça nous oblige à faire tellement de compromis. Je suis sûre que si on prend le temps d'interviewer cette dame-là, mais vraiment de manière euh, où elle pourra exprimer ses convictions, elle va certainement dire, je n'ai jamais voulu aller sur des plateaux parler de cette affaire. J'ai jamais voulu faire la promotion de ce site-là. J'ai jamais voulu, c'est-à-dire, vous allez entendre que c'est une dame qui s'est retrouvée là par la force des choses, peut-être parce que financièrement, si elle ne le faisait pas, le monsieur allait lui dire, mais écoute, on est là, on galère, et puis tu viens faire ta jolie là. Si tu ne viens pas sur le site, oublie. Si tu ne viens pas dans les campagnes de promotion, oublie. Tu vas te démerder à vivre comme tu pourras vivre. Et elle a vu que c'est de faire ça qui garantissait son pain. Donc, sans lui jeter la pierre, je comprends. Je comprends que certaines personnes se retrouvent obligées de faire des choses qui ne rentrent pas ou qui ne cadrent pas avec ce qu'elles ont comme conviction intime. Mais ça renforce au moins mon point sur ce que j'ai l'habitude de dire. C'est-à-dire, c'est pas pour tirer sur les hommes. C'est juste pour dire que faudrait pas que l'argent soit un problème pour qui que ce soit un homme ou une femme. Parce que la personne qui te nourrit, c'est la personne qui a le pouvoir de ta famille. C'est la personne qui a le pouvoir de dire, tu manges aujourd'hui, tu ne manges pas demain, tu manges demain, tu ne mangeras pas après-demain. Donc la personne qui te nourrit a le pouvoir de ta famille. Et elle t'oblige à faire des choses qui vont vraiment souvent contre tes valeurs, contre tes convictions profondes, à l'image de la dame. Donc, c'est vraiment ce que j'ai tiré comme leçon de la série Ashley Madison, de cette série-là. Je vous invite vraiment à aller la regarder, mais sans vouloir vous spoiler, c'était vraiment ce qui s'est passé là. Et le deuxième round, je vous ai dit que la fête s'est passée en deux rounds. Le deuxième round, c'est quoi? C'est que les pirates ont ensuite dévoilé les mails que les gens s'échangeaient. C'est un peu comme si un matin, on vous disait, voilà ce que votre partenaire de vie fait sur WhatsApp. C'est-à-dire que toutes les conversations bizarres que quelqu'un peut avoir sur son téléphone, c'est comme si c'était versé au grand jour. C'est pas une affaire où
c'est juste votre conjoint et vous qui êtes au courant. C'est une affaire où le monde voit ce que votre conjoint, votre conjointe dit à quelqu'un d'autre avec qui il ou elle pourrait avoir eu une aventure. C'était quand même assez fort. C'est-à-dire, je sais pas quels étaient les motifs des pirates parce que jusqu'ici, on n'a jamais su qui c'est. La police a même mis 500 000 $, faites le calcul, en jeu, disant, si vous savez qui a hacké le site, il y a 500 000 $, laissez-nous savoir. Mais personne n'a personne n'a signalé. Et là, ça rejoint le quatrième point, je vais dire. C'est que quand on a demandé à la police, pourquoi vous pensez que personne n'a trahi, personne n'a lâché le secret, personne n'est venu signaler, personne de l'équipe, parce qu'il s'appelait, je me rappelle pas très bien du nom, mais je vais mettre le nom là, le nom qu'il s'était donné pour, voilà, le nom que les pirates du site se sont donnés. Je vais vous mettre ça là et vous allez voir. La Team Impact, voilà. Donc, quand on a demandé à la police, pourquoi vous pensez que la Team Impact, donc l'équipe Impact, pourquoi vous pensez que l'équipe Impact n'est pas venue, personne n'est venu trahir les autres membres et tout, alors que ce que vous avez quand même posé sur la table, c'est énorme, 500 000 $, c'est beaucoup. Le monsieur de la police a dit quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir. Il a dit, si personne n'est venu trahir, n'est venu dire qui était derrière la Team Impact, ça veut dire que c'était une seule personne qui a fait ce travail-là. Et vous voyez, ça rejoint ce que je disais depuis le début, c'est-à-dire, quand vous faites quelque chose et que vous êtes le seul sur le coup, il n'y a pas de risque de trahison, c'est-à-dire, à moins que vous vous leviez de votre propre chef et allez vous dénoncer. Mais, la Team Impact, le policier l'a dit, il a dit, si on met 500 000 $, une aussi belle somme, des personnes sont dans une équipe, personne ne se lève et va trahir les autres parce qu'il se dit, bon, au moins sans vous trahissant, j'ai les 500 000 $, parce qu'en réalité, que Ashley Madison arrête ses opérations, qu'est-ce que ça leur apportait? Ça ne leur apportait rien. Ashley Madison, même au début, leur a dit, bon, à la Team Impact, ok, on vous donne telle somme, je sais pas, ça n'a pas marché ou quelque chose comme ça. Et maintenant, la police vient renchérir en disant, ok, on vous donne 500 000 $ à condition que vous nous donniez le nom de la personne. Ça, c'est, si vous êtes en équipe, il y a quelqu'un qui va être suffisamment gourmand pour dire, mais écoute, pourquoi je vais me priver de 500 000 $? On fait que se mettre en danger là depuis, on ne gagne rien financièrement. Au moins, pour ça, je vais aller. Sachant qu'après, je ne pourrais pas être poursuivi parce que ça s'accompagne de tous ces arrangements-là. Vous n'êtes pas poursuivi sur le plan judiciaire, on abandonne les poursuites contre vous, ce sont les autres qu'on va poursuivre et tout. Si personne n'est venu se déclarer, ça veut dire que le monsieur agissait seul. Et ça rejoint ce que j'ai dit depuis le début, c'est que il y a des choses que vous devez faire seul dans la vie. Il y a des choses où, quand vous décidez là, que je m'avais fait quelque chose de bizarre, vraiment, ça doit être une affaire entre Dieu et vous. C'est-à-dire que Dieu et vous qui savez que je suis en train d'aller faire ça. Parfois même des choses bien. Il y a même des choses bien que vous allez faire, mais vous vous dites que ici là, mon secret entre Dieu et moi. C'est-à-dire, personne, ni vu ni connu. Vous partez, vous finissez, vous rentrez. Il n'y a que Dieu seul qui sait que vous étiez quelque part et vous êtes rentré. Et c'est ce que j'ai aimé dans l'approche de la Team Impact. C'est que le monsieur, il a dit, je vais casser ce site-là. C'est-à-dire, peut-être ça n'allait pas avec ses valeurs, hein. Peut-être il a fait juste comme ça parce qu'il a dit, c'est quoi le bordel que tu veux venir mettre là? Et il l'a fait seul. Il n'avait personne à côté de lui parce que prendre quelqu'un d'autre aussi dans un coup pareil, c'était augmenter le risque de se faire trahir. Il a dit, écoute, là, je ne veux pas prendre le risque de me faire trahir. Et il y est allé seul. Donc, voilà un peu ce que je tire comme leçon de l'affaire Ashley Madison. J'espère que vous l'avez regardé. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Si vous l'avez regardé, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon de cette affaire-là? Est-ce que pour vous, c'était une approche qui était intéressante de la part de la Team Impact? Est-ce que c'est un business qui, selon vous, devait mourir de la sorte? Pour la petite histoire, l'affaire continue, hein. Les gens continuent, le site existe toujours, les gens continuent à faire leurs affaires là-dessus pour dire que la Team Impact a fait ce qu'elle a fait, mais ça n'a pas empêché les gens de continuer à y aller. Comme quoi. Qu'est-ce que vous avez donc tiré comme leçon au terme du visionnage de cette série-là? Laissez-nous savoir dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore membre de la communauté, je vous invite à nous rejoindre. Ça nous fera énormément plaisir de savoir que des abonnés, des personnes de qualité comme vous nous rejoignent sur le
groupe sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.